tu peux me donner des chiffres. Combien y avait-il de juifs à peu près en Roumanie? En Roumanie, il y avait 800 000 juifs avant la guerre. Voilà. Et la ville de Iași? La ville de Iași, il y avait une population entre 140 000 et 150 000. Oui. Donc, la moitié composée d'une communauté juive Oui. qui était très éparpillée dans la ville. Bon, alors, donc, les juifs et les chrétiens vivaient, on peut dire, en bonne intelligence. En bonne intelligence, exactement. Voilà. Voilà. Et de 1930 à 1940, il semblerait que l'atmosphère se soit dégradée. Tout de suite après la guerre de 14, les gens ils auraient besoin de reconstruire le pays, de sortir de la guerre, comme d'ailleurs en France. Et donc, il y avait quelques bonnes années que les gens ils se sentaient bien à l'aise. Une grande partie des gens ils étaient pauvres. La classe moyenne était très très réduite. Les riches, il y en avait, mais on pouvait les compter. Mais ils étaient à l'aise. Oui, mais cependant, tu m'as dit que ça s'était détérioré quand même. Ça veut dire, à partir de 1937, ils se sont montrés beaucoup plus pressants vis-à-vis des Juifs. Voilà. Donc accentuer la pression. Mais comme c'était un royaume, il y avait le roi Carole, on vivait encore dans des bonnes conditions. Hein. Jusqu'en 1938, 37-38. Voilà. Les jours des grandes fêtes juives, les magasins étaient fermés. Donc l'antisémitisme a pris un relief beaucoup plus important. Où c'est Cuza, c'est lui qui c'était son parti, ça s'appelle le parti de Cuza, qui a commencé à promulguer et à faire une propagande anti-juive. Et comment il s'appelait ce mouvement fasciste? Il s'appelle le parti Cuza. Dans ces années-là, en 37-38, moi j'avais 14 ans, je commençais à apprendre le métier, je suis devenu apprenti chez un patron, où je prenais le métier des uniformes pour les officiers, pour les militaires. J'ai eu beaucoup de goût là-dedans, donc j'ai appris le métier assez vite, où je commençais à gagner un peu ma vie plus facile. Vous aviez quel âge à l'époque là? À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans. En même temps, ça créé une deuxième partie fasciste très radicale, plus radicale vis-à-vis de cette partie de Cuza, qui s'appelle la Garde de Fer. La Garde de Fer, c'était composé que des étudiants d'extrême droite, mais très radical. Il y avait déjà à l'époque, en 1938, et ils venaient dans les quartiers juifs, comme ils étaient quand même intégrés ils habitaient dans des endroits où ils ont construit des immeubles spécialement pour des étudiants. Donc ils sortaient dans la journée, vers la fin de la journée, ils ont sorti dans les quartiers juifs, ils ont commencé à casser des vitres des commerçants juifs, et il y avait une ambiance indescriptible. Donc en 1939, l'Allemagne en ce moment, en septembre, ils ont occupé ils ont occupé la Tchécoslovaquie, et puis en 1939, ils ont rentré en Pologne, donc ils ont occupé la Pologne. En 1940, donc ces étudiants, ils ont assassiné le ministre de l'Intérieur. Donc il y avait encore le roi Carole, il était au pays, mais c'était déjà ingouvernable. Le roi, il se sentait déjà mal à l'aise. Donc en ce moment, le gouvernement, sous le roi Carole, a fait une razzia énorme parmi les étudiants. Ils les ont arrêtés, ils ont assassiné le chef, qui s'appelle Codreanu. À partir de là, c'est le général Antonescu qui faisait partie de cet mouvement estudiantin fasciste. Mais les jours du roi Carole commençaient à compter déjà. Il ne pouvait plus continuer à rester dans le pays. Le roi Carole a abdiqué en faveur de son fils, le roi Michel. Voilà. Et le roi Michel, il est devenu en ce moment roi de Roumanie, et il a marché avec le régime militaire. Et en même temps, la Roumanie s'approchait beaucoup de l'Allemagne.
comme il y avait l'axe Rome-Berlin, il est rentré dans l'axe, donc comme allié. Donc les Allemands, ils n'ont pas eu l'administration du pays. C'était conduit par... C'est resté roumain. C'est resté roumain et c'était conduit par l'administration roumaine. Mais il fallait quand même qu'il applique certaines lois anti-juives à l'époque, étant donné que les Allemands ils l'ont forcé, mais lui il a dit, moi je marche pas trop radical, ça veut dire je le ferai à fur et à mesure. Hein. Et quand il y avait le pacte germano-soviétique, donc on a cru qu'on a sauvé la paix, mais c'était pas vrai, donc tout le monde le sait comment ça s'est passé. Le 22 juin 1941. Mais en 1941, il y a eu la rupture du pacte germano-soviétique et l'axe Rome, Roumanie, Berlin déclare la guerre à la Russie. Donc la guerre elle était déclarée un dimanche, le 22 juin. Le 22 juin, les troupes allemandes commençaient déjà 8 jours avant de passer par la ville de Jassy, parce qu'il n'y avait pas d'autre passage. Ils traversaient la ville de Jassy, jour et nuit, pendant une semaine. Ils ont massé toute l'armée qui se trouvait à 15 km de la Basse-Arabie, ça veut dire la Moldavie à 15 km, voilà. Donc tous les troupes, ils ont passé pendant jour et nuit, ils traversaient la ville, et nous, on nous a rien fait. En ce moment, on nous a pas touchés. Mais vous viviez dans les caves. On était dans des caves, dans les sous-sols, voilà. Et en ce moment, il y avait un réveil un peu des jeunes fascistes qui ont dit, puisque les Allemands ils sont là, nous pouvons faire quelque chose contre les Juifs qu'ils n'étaient pas évacués, qu'on n'était pas touchés. Hein. Une partie de ces fascistes, ils sont allés voir le préfet à la préfecture. Ils lui ont demandé le concours de faire un programme. C'était un massacre. Donc, où le préfet a refusé de concourir à leur demande. Donc, ils ont pris le préfet, ils l'ont enfermé dans la cave de la préfecture, ils ont occupé la préfecture, et puis comme il y avait beaucoup de troupes d'assaut SS qui devaient rentrer en Basse-Arabie pour faire un nettoyage, donc ils se trouvaient dans la ville, donc ils ont demandé à eux, en même temps d'être avec ces étudiants et de faire quelque chose dans ce programme. Mais comment faire un programme? Il fallait, comme les gens quand même, ils ont été cachés ils dormaient dans les caves, dans les sous-sols, comment les faire sortir? Donc ils ont trouvé un stratagème, et puis ils ont dit de se présenter à la préfecture pour se faire inscrire et de rentrer après à la maison. Donc on leur donnait, il y avait des espèces de tickets, et il y avait un tampon, on leur a mis libre, vous êtes venus, vous rentrez à la maison avec ça et personne ne va vous toucher. Mais vous devez dire à d'autres qui sont avec vous dans des abris de faire pareil que vous, de venir se présenter et d'obtenir ces petits morceaux de papier qui n'avaient aucune valeur. À la préfecture, on leur a dit à ceux qui ont été les premiers, vous allez dire à ces gens-là de se présenter, sinon c'est vous que vous allez payer pour eux aussi. Donc ils ont commencé à forcer les gens de sortir et d'aller chercher ces billets. Mon père, il a dit que moi lui, il a fait la guerre de 14, il était prisonnier, c'était un homme il avait un peu d'expérience de la vie. Il me dit, moi je ne me présente pas, je vais pas aller. Et on est resté à la maison, personne ne nous a touchés. On est sorti dehors un peu dans la journée parce qu'il faisait très beau, c'était le 29 juin, c'était un temps magnifique. Et donc on sortit prendre l'air dans la rue, et personne ne nous a touchés, on a entendu des crépiments de mitraillettes, de mitrailleuses lourdes, mais on ne savait pas d'où ça venait, on croyait que ça vient de front, je ne sais pas. Bon, les femmes, ma mère,
les deux sœurs, il y avait encore des gens qui ont été à l'abri des voisins, ils ont commencé à rouspéter, à dire à mon père, il faut aller, pourquoi on va payer à cause de vous, on va payer, ils vont nous fusiller, ils vont nous tuer, ils vont nous battre. Donc mon père, il a tenu bon, si vous voulez, jusqu'à après-midi. À force de le forcer, mon père, il a accepté une chose. Disons, à 500 mètres de chez nous, il y avait un commissariat de police du quartier. Il a dit, moi je ne vais pas à la préfecture, on va aller au commissariat de police. On se présente au commissariat. Les policiers qui ont été là-bas des civils, ils nous ont connus plus ou moins, parce que comme on était dans les quartiers, bon, ils ont pris la carte d'identité de mon père, ils ont pris ma carte d'identité à moi, et la carte d'identité à mon frère, il était plus jeune que moi de 2 ans. Donc moi j'avais 18 ans, mon frère il avait 16 ans. Et à ce moment, comme ici en France, la majorité c'était à 21 ans. Donc ils ont dit à mon père, bon, voilà ta carte d'identité, grand-père, il l'appelait comme ça, grand-père il l'appelait. Il avait quel âge ton père à l'époque? Mon père, il avait 57 ans. Il a dit, voilà grand-père, toi, tu rentres à la maison, tu es trop vieux. Moi, il me garde la carte d'identité, il m'a dit, tu reviens à partir de 6 heures. Ça, c'était l'après-midi, c'était vers 4 heures. Et tu reviens à 6 heures ici. Bon. Mon frère, il a dit, toi, tu es trop jeune, tu rentres à la maison aussi. On est tous les trois, on est rentrés à la maison. Ma mère, elle a commencé à dire, mais tu as pris un ticket, tu as pris ces billets libres? Il me dit, non, moi j'étais allé au commissariat. Ils ont commencé à respecter, comment tout le monde n'est pas à la préfecture, toi tu n'es pas au commissariat. Il me dit, moi je suis allé au commissariat, je ne veux pas aller ailleurs. Je ne veux pas aller à la préfecture. Avant 6 heures, moi je me trouvais encore dans la cour avec ma famille, donc mon père, les soeurs de mon père, ma mère, mon frère. Et justement, on sortait dans la rue, et puis les femmes, toujours à mon père, ils l'ont voulu, pourquoi il n'a pas allé à la préfecture. Il me dit, moi je ne vais pas, je vais aller demain matin. Ça commence à faire, la nuit va tomber, ça va faire tard, je ne veux pas aller maintenant. En ce moment, il y a un monsieur qui passe, qui est venu de notre rue là, et qui assiste à cette scène de bavardage à propos d'aller à la préfecture. Ce monsieur-là, il vendait de la limonade dans les rues. Mais il était, en ce moment, c'était pas le moment de vendre de la limonade, il était lui aussi, il avait peur. Il assiste à la scène où mes parents, ils se marchandent, ils se chamaillent pour ne pas aller à la préfecture. Et l'autre, il dit, il connaissait le nom de mon père, il lui dit, Monsieur Léon, écoutez-moi, moi je vais aussi à la préfecture, venez avec moi. Il s'est laissé entraîner, puis il est parti. Ils sont partis, tous les deux. Bon, on les a plus revus, évidemment. Bon. Moi, j'ai attendu 6 heures, impatiemment, d'aller déjà me présenter au commissariat. Bon. Je me présente au commissariat à 6 heures. Il y avait encore une dizaine ou une quinzaine on était peut-être une quinzaine de personnes. Le policier, il nous dit, restez dehors, attendez dehors. Asseyez-vous par terre dehors. Personne ne nous a regardés, personne ne nous a tenus, personne ne nous a embêtés. Mais vous entendiez quand même des bruits? Ah, les bruits, alors là, on faisait des bruits, puis il y avait on a entendu les bruits d'Alstrak, des camions qui passaient avec des Allemands, avec des soldats roumains qui passaient vers le front. Des bruits de mitraillettes. Il y a un monsieur qui demande, qui faisait partie du commissariat, il me dit, mais pourquoi est-ce que il y avait un officier qui était sur un cheval, il est descendu c'était une rue descendante, là-bas il y avait le commissariat, il demande, mais d'où il vient ces bruits de mitrailleuses comme ça? Il a dit, l'autre lui dit, l'officier lui dit, les Juifs ils tirent sur l'armée. Voilà. Moi j'étais assis avec une quinzaine et on a entendu ça. Mais ça nous touchait. Il me dit, les Juifs ils tirent sur l'armée. Voilà. On ne savait pas pourquoi on attend. Personne ne nous a dit. On était dehors, on pouvait partir.
personne ne nous embêtait. Et il y a des soldats SS Vers, aussi. vers 7h30, à peu près, oui, il arrive une petite compagnie d'SS. Et tout d'un coup, on nous dit, levez-vous. On se lève. Il prend possession de nous. Donc la police était contente, il nous a s'est débarrassé. Et il nous met en marche sur le trottoir. Et à côté du commissariat, il y avait une école, un orphelinat juif, où il n'y avait pas de classe parce qu'il y avait la guerre. Donc il nous fait rentrer dans cette cour. C'était une grande cour, ils nous met en rond comme ça. Vous étiez nombreux? On était une quinzaine. Mais de plus en plus, des armes lourdes, ça passait dans les oreilles. On a senti que ça y est, il y a quelque chose qui c'est très grave. Il commence à me fouiller les poches. Alors moi, comme on était dans les caves à l'époque, les médicaments, c'était pas, ça n'existait pas tellement. On avait des gouttes de valériane, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des gouttes de valériane. C'est pour renforcer, pour donner un peu de tonus au cœur. Et j'avais une petite bouteille comme ça là. Alors le gars il me dit en allemand, qu'est-ce que c'est ça? Je dis c'est, je sais pas, je vous le dis en allemand, trop, ça veut dire des gouttes, parce qu'on parlait allemand. Hein. Alors je sais dire trop. Et tout d'un coup un autre qui dit, en allemand, il me dit, pourquoi tu ris? Il me donne un coup. Là, sur l'œil, là, comme ça, là, mais un coup, là, je ne peux pas vous dire. Si je n'ai pas perdu l'œil, j'ai eu une chance. Bon. Et ça m'a laissé après des traces énormes, là. Bon, ça a duré peut-être une demi-heure. Et après, il nous met en ordre de marche. Et en face de cet lycée, en face de cette école de l'orphelinat, là, comme je vous dis, et il y avait la grande rue qui l'amenait jusqu'à la préfecture. Donc la préfecture est trouvée, si vous voulez, à moins d'1 kilomètre. Même pas, non, moins d'1 kilomètre, oui. Et en s'approchant de la rue d'Alexandrie, donc, on a commencé déjà à marcher sur des cadavres qui se trouvaient au bord des trottoirs, sur les trottoirs, au milieu de la rue. Et là on a vu déjà, on a entendu des cris, c'était des scènes irracontables, je ne peux pas vous dire. C'est parce qu'ils les achevaient, si vous voulez, à fur et à mesure. Parce que quand ils ont vu, après-midi, que le stratagème a bien marché, ça veut dire qu'elle a marché, que ça a bien pris, que les gens, donc ils venaient tout seuls, venaient des paquets de gens, ils venaient par centaines, des immeubles entiers qui venaient tout seuls, on n'a plus besoin des soldats de venir le chercher, ils venaient tout seuls parce qu'on leur a dit qu'il faut venir chercher. Donc quand ils ont vu que ça marche, là ils ont commencé à faire un massacre, un carnage, ils ont commencé à tirer. Il fallait rentrer à la préfecture, il y avait une grande cour, mais elle n'était pas large, elle était très profonde. Il avait peut-être 15 mètres de large, pas plus. Mais très profonde, elle avait peut-être, je sais pas, peut-être 100 mètres de profondeur. Les préfets, donc ils l'ont arrêté, il était toujours enfermé dans les caves de la préfecture. Donc, nous, on devait arriver, on marchait sur le cadavre, on devait arriver au milieu de la rue. La rue, il était, comment vous dire, la rue, il avait peut-être 300 mètres de long, 300-400 mètres. Et on devait s'approcher de la préfecture. On a réussi, plus ou moins, je faisais partie parmi ces gens-là, d'arriver à la préfecture. Dans la cour, il y avait deux grands portails ouverts. Et là, il y avait des cadavres, je ne vous dis pas. Alors, sur les deux côtés de la rentrée de la cour de la préfecture, il y avait des, comme on peut dire, on peut appeler ça plutôt d'exécution, si vous voulez, des soldats roumains et des SS. Qui, avec des barres de fer et de bois, des grandes barres de bois, et qui tuaient les gens, ils tuaient les gens devant la porte. Donc devant la porte, ça remplissait tout de suite, il y avait tout de suite des dizaines de cadavres. Et moi, je ne sais pas comment. Moi, j'avais cet œil-là, cet SS, il m'a fait un œil comme ça.
Le type, il nous pousse à entrer, et derrière il tire. Devant, dans la cour, il y avait déjà quelques mille personnes. Donc, il y avait un mur, un grand mur, si vous voulez, qui séparait la préfecture. Et on voyait, par exemple, les gens, ils montaient, tout le monde voulait monter de plus en plus au fond de la cour. Et en bas, il y avait des gens blessés et des morts. On montait sur eux et on se réfugiait. Tous les quelques minutes, ils venaient chercher des gens, ils cherchaient des hommes, avec des hommes. Hein. Ils cherchaient des hommes pour venir devant le portail, pour prendre les cadavres et de les jeter encore, de les jeter dans la cour, de les amener dans la cour. Moi, en passant parmi ces plutons-là qu'ils ont tirés, qu'ils ont tués, j'ai pris un coup sur la main, là, comme ça. C'était ma chance. On jetait les gens blessés, morts, on le mélangeait. Alors moi, j'ai réussi à rentrer et j'ai grimpé sur des gens, comme ça. Comme on grimpe dans une montagne. Il y avait des morts, il y avait des vivants, et des gens qui étaient couverts par des gens vivants qui étaient dessous, qui gémissaient, ils étaient blessés. Donc, moi, j'étais comme... j'avais des yeux... je ne sais pas où regarder, je sais pas... J'ai cherché mon père. J'ai vu beaucoup de gens que je connais, vous savez, c'est une ville... moi, je connais tellement des gens, des copains à moi, j'étais jeune, et des parents de mes copains, bon... Qui étaient morts, qui étaient blessés. Qui étaient blessés, qui étaient morts. Et moi, j'ai grimpé, je marchais sur des cadavres, sur des vivants, et j'ai cherché mon père. Comme dans un cauchemar. Comme dans un cauchemar. Comme dans un cauchemar. Vers le soir, ils ont arrêté de tirer, et puis ils ont dit de nous lever et de nous mettre en rang. Mais se mettre en route, comment? Bon, on a commencé à sortir vers la porte, mais tout le monde, il y avait des blessés, il y avait des morts, il y avait... Bon, moi, je sais pas, j'ai réussi à me mettre devant. Et puis, ça gueulait. Alors là, je ne vous dis pas, vous savez, les Allemands, vous avez vu des films, vous savez, les Allemands, vous savez comment ils parlent. Bon, l'ambiance était, je ne vous dis pas, bon. Donc, la nuit, il a commencé à tomber, on commence à dire de nous mettre en rang, avec des cadavres, on tombait sur deux, on ne pouvait même pas se mettre en rang, parce qu'il y avait plein de cadavres dans la rue, là, bon. Mais, il fallait exécuter, bon. On s'est exécuté, puis après ils nous ont mis, ça a duré peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être 2 heures, je ne sais pas, plus que ça. Ils nous ont nous ont mis en ordre de marche. Les Allemands, ils roulaient des deux côtés avec des Alfkraft, vous savez, des camions là. Alors, ça tirait en l'air, ça tirait dans le tas, ça tirait, bon, mais on marchait, bon. Et disons, au bout de 1 heure, ça durait. Hein. Au bout d'1 heure, on est arrivé devant la gare. Et devant la gare, il y avait une place, comment vous dire, en rond, mais très grand. Un rond comme ça, là, devant la gare. Donc, on nous met en rond, comme vous voyez, comme vous êtes cette table, mais disons, bon, ils commencent à nous mettre en rond. La nuit, on ne voyait rien. Hein. Rien, on ne voyait rien du tout. On entend crier et tirer. Hein. Voilà. Et puis, face contre terre, hein, il y avait un train qui était déjà prêt à l'intérieur de la gare. Donc, pas en train avec des wagons bestiaux. Je ne vous parle pas de... Pas d'un train de voyageurs. Pas d'un train de voyageurs. Quand il est arrivé, l'Allemand, il commençait à compter. Jusqu'à 120. 120 personnes. Hop! Schnell! Mitrailleur derrière. Les gars, ils tombaient, ils ne pouvaient pas marcher. Bon, il fallait passer. J'ai eu la chance de monter, de m'attraper, parce qu'on se battait pour entrer dans le wagon. Parce que tout le monde voulait se mettre à l'abri. Donc tout le monde on est arrivé par vagues comme ça, là, les 120 qu'on a été. Et j'ai réussi à grimper sur ce train-là, sur ces wagons-là. Et nous, on nous a mis sur une ligne morte où le soleil tapait et faisait entre 35 et 40. Donc, pas d'eau. Je ne parle pas de manger, parce qu'on n'avait pas besoin de manger, on avait besoin que de l'eau. Donc, on s'installe
si on peut appeler ça installé, 120 personnes dans un wagon de bestiaux, c'était... j'ai tâché de me maintenir debout. Mais c'était pas facile. On devait se tenir tous comme ça, serrés. Les gars, le type qui ne pouvait pas tenir debout, il tombait, il était mort. Parce qu'on l'écrasait, bon. Tout le monde voulait se coucher pour avoir de l'air, ou se mettre en haut, là, vers les... Les ouvertures. Hein? Des Oui. ouvertures. Des ouvertures avec les... en fer, c'était... Mais le jour, c'était encore valable. Mais la nuit, c'était, comment vous dire, l'enfer, ça peut dire. Parce que la nuit, les gens, ils se bouffaient entre eux. Là. On se bagarrait pour pouvoir... On était dans le noir, donc personne ne savait. C'était quelque chose d'inimaginable. Et le lendemain matin, quand on a passé la nuit, quand on a vu combien de morts il y en avait déjà dans le wagon, qu'on ne nous a pas laissé sortir, on ne nous a pas ouvert la porte, les portails pour sortir les morts. On nous a laissé les morts avec nous. Donc les cerveaux, les gens étaient devenus fous de soif. On devait fou quand on avait soif, vous devenez, je sais pas. Et puis ça criait, puis se mordaient les gens entre eux là. On se mordait là, on ne sait pas. Et vous étiez nus, il faisait tellement chaud. Alors, tout le monde, plus ou moins, il se mettait nu. En train de le mettre dans un champ, dans une ligne morte, vous avez le soleil qui il vous tape du matin jusqu'au coucher de soleil. Vous ne pouvez pas tenir, c'est pas possible. Bon, de temps en temps, il y avait un train qui s'arrêtait, on voyait un train qui passe, où ça arrêtait, c'était des troupes allemandes, ils ouvraient, et nous on criait en allemand, on criait Wasser, Wasser, l'eau. Et les Allemands, ils ouvraient le portail, ils prenaient l'eau et le versaient comme ça, là. Ils le versaient par terre. Bon, ou ils tiraient dedans aussi, comme ça leur faisait plaisir. Donc, le train, il était accompagné par des soldats, des sentinelles qui avaient sur chaque... parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà des wagons à bestiaux, ils ont une espèce de cabine en hauteur là. Quand le train s'arrêtait, il restait des heures entières. Je vous avais montré tout à l'heure la photo de ma carte d'identité où j'avais la chemise à rayer là. Quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas tenir habillé, donc tout le monde s'était habillé, il y avait une espèce de clou dans un coin. Et j'avais un pullover qui est tricoté et ma chemise, que j'ai mis sur cette clou-là. Donc, en regardant par l'ouverture, on voyait la sentinelle avec la baïonnette sur le fusil, qui se promenait au long de... Puis en bas, il y avait une espèce d'étang de l'eau stationnaire verte, vous savez, comme on voit... Des flaques. Des flaques d'eau comme ça, là. Bon, quand on a vu ces soldats qui se promenaient tout au long, parce qu'ils faisaient la sentinelle comme ça, au long des trains, je me suis adressé à un soldat. Moi, comme j'étais grand, j'arrivais... Oui, autre chose que je vais vous dire, les morts, comme on ne les a pas sortis, et comme il y avait des gens qui n'arrivaient pas à voir à l'ouverture pour prendre de l'air, là, ils mettaient les gens morts, puis ils montaient sur eux, le ventre s'ouvrait, là, je ne vous dis pas dans quel état. C'était atroce. Donc, moi, j'arrivais à voir ces soldats. J'étais grand, donc je lui dis, voilà, et comme il y avait des gars qui avaient de l'argent, comme ça, dans la main, il y avait des gens qui sont morts, ils n'avaient pas de l'argent, ils l'ont laissé tomber. Je lui ai donné à ce moment, je lui ai dit aux soldats de me mouiller ma chemise. J'ai pris ma chemise, si vous avez vu la photo, et je l'ai jetée par l'ouverture en haut. Et puis il dit, tu me la mouilles dans cette eau-là, dégueulasse, là. Parce qu'à part cette eau-là, à part ça, on n'avait rien. On pouvait seulement, moi j'avais je pouvais me mouiller les lèvres de l'urine. Mais l'urine, on ne pouvait pas la boire. Si vous buvez de l'urine, vous pouvez mourir, voilà. Mais c'était un poison. Donc moi j'avais cette urine où je pouvais me mouiller les lèvres, qui étaient comme ça, mes lèvres étaient comme ça. Et en même temps, je m'essuyais où j'ai pris le coup, là aussi, ça m'a... Donc, quand les gars, ils m'ont monté
les soldats, la sentinelle, et m'a monté, si vous voulez, ma chemise mouillée dans cette eau sale, verte. Quand il me l'a poussé avec la baïonnette dans les petites ouvertures, alors tout le monde s'est jeté dessus, on me l'a déchiré en 1000 morceaux pour soucer l'eau. Moi, j'avais presque rien. Bon, alors, c'est comme ça que ça passait. On a passé 5 jours. 5 jours dans cette. Sans boire. Au bout de 5 jours, les autorités, donc le gouvernement, si vous voulez, du général, ça veut dire, il a donné instruction à travers la préfecture de nous arrêter dans une ville qui s'appelle Roman, comme ici Roman, qui se trouve dans la Drôme. Dans cette ville, il y avait une usine qui fabriquait des sucres, c'était la plus grande usine de sucrerie de Roumanie. Donc, de leur donner ordre de recevoir un train avec des réfugiés juifs. Réfugiés, j'accentue ça. De Yassi. De Yassi. Donc, de nous recevoir, de nous réceptionner là-bas. Les autorités de cette ville de Roman, ils ont pris contact immédiatement avec les autorités, la communauté juive de cette ville, de nous préparer à manger et éventuellement des habits. À manger, à boire. Et à boire, donc et à boire aussi évidemment, mais de le faire d'une rapidité de très très urgent parce que le soir ça commençait à faire nuit presque. Les autorités en ouvrant les wagons, voir ces gens qui soi-disant que c'est des réfugiés, on a vu, vous savez, dans notre situation moribonde comme elle était, on a vu qu'ils ont eu une espèce de recul de voir qu'il y a plein de morts et des morts vivants. Donc c'était pour eux une surprise totale. Mais il fallait le faire, donc ils nous ont fait descendre des survivants. Combien de survivants dans ton 12 sur 120. 12 sur 120. On était 12 survivants. Tous les autres étaient morts? 12, tous ils étaient morts. J'avais que le pullover qui était dans le clou. Je prends le pullover et je me prépare à descendre. Dans cette cour-là, dans ces grandes cours, je vous dis, il y avait des tonneaux, je ne sais pas pourquoi, avec de l'eau, plein d'eau désinfectante dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, là. Bon, et en même temps, ils ont préparé quand même à nous donner à boire. Mais, des gens ils ont arraché, si vous voulez, cette gobelet des mains de ces gens qui nous ont donné à boire. Ils voulaient tout boire et puis ils sont morts sur place parce que l'eau... Voilà, c'était au bout de tant de jours, donc ils étaient... Et moi, j'ai réussi aussi de me mouiller, de prendre un peu d'eau, mais pas plus. Mais enfin, pour nous, l'eau, c'était ça que nous... Voilà, nous, on demandait que de l'eau, que de l'eau. Il y avait une espèce de train où il y avait un wagon avec des douches. C'est bizarre, hein? Un wagon de douche. Ils ont dit, voilà, vous allez aller derrière, il y a un train, puis un wagon, vous allez vous faire doucher. Et je me dis, mais de recevoir une douche comme ça, c'est extraordinaire. Alors, mais je ne pouvais pas boire cette eau, je l'ai bu comme ça, là, elle était l'eau chaude, bon. Et au bout de quelques minutes, on a terminé, et la nuit, il commençait déjà vraiment, jour et nuit, ça faisait. Donc, moi, j'ai laissé le pullover en bas. Quelqu'un il me dit de ces autorités, ou je ne sais pas qui c'est, un soldat, il me dit, il ne prend rien, vous passez derrière le train, il y a une table. Moi, je me présente devant cette table, je vois là-bas, il y a des sucres, je vois des gâteaux, des espèces de gâteaux, et ils m'ont donné. Et puis, il y a quelqu'un qui me jette un costume, qui faisait 60 de taille. 60 de taille. Je prends le costume. Il y en a un qui me donne un poignet de sucre et quelques gâteaux. Bon, moi j'ai dit donnez-moi de l'eau. Moi je voulais rien d'autre. Le sucre je le mets dans la poche.
Le gâteau, je le mets dans l'autre poche, je me tiens le pantalon comme ça. Et moi, j'ai demandé à boire. Il me dit, bon, vous allez là-bas, vous allez trouver. Ben, la nuit commence à tomber. Et moi, j'avais ces costumes sur moi. Si je n'avais pas ces costumes sur moi, j'aurais été mort. Bon. Parce que j'étais complètement déshydraté, j'étais mince, j'étais maigre, j'étais bon. On a passé la nuit, si vous voulez, dans cette grande cour, mais une grande cour, énorme comme cour. Et on a attendu, moi je me suis mis contre un mur comme ça, là, il y avait des murettes comme ça, tout le long. Et tout d'un coup, je vois un monsieur m'approcher, il s'appelle un certain monsieur Schwartz, un grand monsieur, un homme magnifique, que je le connaissais depuis longtemps, je travaillais avec lui. Et il était tout nu, puis il avait un paquet d'argent comme ça. Il avait l'argent comme ça. Et il tremblait. Alors quand il m'a vu, j'ai dit, monsieur Schwartz, venez. Alors je l'ai pris avec moi là, dans la veste, et il est rentré dedans. Il était un monsieur il était déjà dans certains poids, mais la veste était tellement grande que j'arrivais à la couvrir, et moi et lui. Et on n'était pas loin où il y avait une sentinelle qui se promenait comme ça là. Alors moi j'avais du sucre, comme je vous avais dit, j'avais du sucre dans la poche, j'avais des gâteaux. Et je vois ces sentinelles passer, c'est un Roumain. Alors comme j'avais ce monsieur avec moi, je lui ai dit, donnez-moi 1000 francs. Je lui ai donné au soldat 1000 francs. Je lui ai dit, tu nous amèneras une bouteille d'eau. Ça passait peut-être 2 heures, je n'ai pas vu de l'eau. J'ai dit, il nous a pris l'argent. Ben, vers 3 heures du matin, je crois que c'était à peu près, je n'ai pas de montre. Vers 3 heures du matin, je crois, d'un coup, je le vois arriver, mais en cachet, il me file cette bouteille d'eau. Alors là, je ne vous dis pas dans quel état j'étais déjà. J'avais du sucre. Ça, c'est fortifiant le sucre. Bon. Donc, on prenait un gorgée, un morceau de sucre, ça nous a renforcé. Ça m'a renforcé, ça m'a donné un peu de tonus. Donc, j'ai tenu le coup. Et c'est monsieur aussi qui était à côté de moi. Puis après, on s'est mis tous les deux. On buvait un petit coup d'eau, parce qu'on savait qu'on ne fallait pas boire d'un coup. Mais 1 litre d'eau, c'est énorme, hein, quand vous n'avez rien. Et disons que on est resté jusqu'à que le jour est venu. Et puis dans la journée, vous vous rendez compte de fatigue, 5 jours. Moi, je me suis trouvé dans la cour, endormi, le soleil tapait. J'étais dans un monde à part, j'étais dans un autre monde. Comme ils avaient des morts, ceux qui sont morts la nuit, ceux qui sont morts dans les tonneaux, ceux qui sont morts en buvant de l'eau, donc il y avait ceux qui sont morts de froid, parce qu'ils étaient nus. Donc ils ont commencé à faire des tranchées autour de murettes. La cour était très longue. Et puis ils ont commencé à ramasser des morts et de les jeter dans cette tranchée-là. D'un coup, je me trouve sur une civière. 2 soldats, ils me prennent sur une civière. Et puis, il veut m'amener aussi me jeter dans cette... Puis moi, je me réveille à ce moment. Je me réveille, alors les soldats, je les attendais encore. Mais il me dit, mais il est vivant, lui. Il est vivant. Je dis, il me demande, tu peux marcher? Je dis, non, je ne peux pas marcher. Alors, il me porte sur la civière, il m'amène jusqu'au wagon. De blessés, où il n'y avait que des blessés. Alors, que des blessés comme moi, là. On était 30, ils nous mettent, donc, il y avait de la paille, ils ont mis de la paille. Ils ont mis un seau d'eau. C'était le grand confort, là. À côté de... Oui. Moi, j'avais toujours, Christian, j'avais toujours sur moi ces sucres, ces gâteaux. Parce que le gars, il m'a donné un poignet comme ça, mais je ne pouvais pas le manger. Si j'avais de l'eau, tant que j'ai de l'eau, je peux manger un peu de sucre, un petit. Oui. Les lèvres, ils étaient toujours gonflées. Donc, il me met dans un wagon où il n'y avait que des blessés. Allongés, comme ça, tête bêche, 30 bonhommes. Vers l'après-midi, le train se met en marche. Et la nuit, le train s'arrête dans une gare. La nuit, je regarde autour de moi, j'ai un seau d'eau, et tous les gens, ils sont morts. Tous les gens du compartiment. Tous les gens. J'étais le seul survivant. Le seul survivant, j'étais dans le wagon. Les portes s'ouvrent, il y a un gendarme qui arrive, un militaire, il me dit, il y a des morts, je dis, ils sont tous morts.
Il me dit, bon, il me dit, voilà ce que tu vas faire. Mais en criant, évidemment. Tu prépares tous les morts devant le portail. Évidemment, j'ai abandonné. J'ai commencé, mais j'ai abandonné. Bon, la prochaine station qui s'arrête, alors le même gendarme, il ouvre, ils étaient deux déjà. Il ouvre le wagon, il me dit, où ils sont, pourquoi tu n'as pas mis les morts là? J'ai dit, j'ai pas de force. Il monte avec l'autre gendarme. D'abord, il commence à me taper avec le crosse d'arme. Il me tape, il me dit, je ne dis pas ce qu'il m'a traité. Bon, il m'a traité de tout. Bon. Et j'ai dit, moi, j'ai pas, excuse-moi, je pleurais, je n'ai pas pu, j'ai pas de force. Alors, ils ont commencé tous les deux. Allez, bref, un par le pied, l'autre par la main. Allez, jetez dehors, comme ça, là. Alors, ils auraient pu me jeter à moi aussi. Hein. Ils auraient pu me tuer, me jeter. Qu'est-ce que c'est? Un mort de plus, un mort de moins. Pourquoi ils n'ont pas fait? Alors, ça aussi, c'est une question de chance. Hein. Bon, ils auraient pu le faire. Hein. Bon. Je me trouve tout seul dans le wagon. J'avais un seau d'eau et je buvais et je mangeais. Et je reprenais mes forces. Et au bout de 3 jours, donc, on est arrivé un dimanche après. Donc ça durait 8 jours cette histoire-là. Dimanche après, ils ont donné un autre ordre dans une autre ville qui s'appelle sur le bord de la Danube. Kalarachi, oui. Alors ils nous amènent, c'est une ville très importante qui se trouve au bord de la Danube. Et le train il rentre aussi dans un autre régiment. Et là, il y avait, ce régiment, il y avait des hangars faits en ciment. Et ils nous fait rentrer dans ces hangars, mouillés, parce qu'ils ont lavé le sol, c'était des ciments. Et puis, la majorité étaient nus. Moi, j'étais toujours habillé, avec les costumes. Taille 60. Hein? Taille 60, oui. Je me rends compte que c'était taille 60, oui. Parce qu'on aurait pu rentrer 2 personnes. Et donc on nous rentre là-dedans. Cet régiment, on a été, il n'y avait rien de préparé. Même pas de cuisine, pas à manger, pas à boire. Donc il y avait encore des gens qui ont laissé leur vie là-bas. Bon, je ne sais pas, j'ai tiré mes forces, d'où? Est-ce que cette eau-là... Mais tu as reçu un costume à ta taille. À ma taille. Donc, on est resté dans cette caserne à peu près 1 mois. Mais ça durait quand même plusieurs jours pour organiser, de nous amener des récipients, pour faire de la soupe, pour faire... Il n'y avait rien. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont réquisitionné un hangar de céréales qui se trouvait déjà à la bordure de la ville. Ils nous ont amenés au bord de la Danube, dans une déversoir de la Danube. C'était pas vraiment le grand fleuve, c'était pas grand. Tu m'as dit le delta, non? C'était une espèce de delta, oui. Là-bas. Et ils nous ont mis en haut de cette delta, si vous voyez, il y avait une espèce de machin, il y avait cette grande dépôt de céréales qui s'appartenait à des juifs de cet endroit. Ça veut dire, ça s'appelle Fanzi. Les Finzi, comme Jacques et Jacques. Finzi, oui. Et ça s'appelle le dépôt de Finzi, des céréales. Ils nous ont parqués là-dedans. On était déjà, si vous voulez, plus heureux. On était déjà... Tu m'as dit qu'il n'y avait plus d'encadrement militaire. Vous étiez plus libre. d'encadrement militaire. C'était les autorités civiles qui se venaient, s'occupaient, ils nous emmenaient. Et puis, comme parmi nous, des rescapés, il y avait quand même des médecins. Donc, ils ont commencé tout doucement à installer une espèce de, pas infirmerie, mais enfin, dehors, quelque chose, une table avec ce qu'ils ont pu ramasser, de nous donner des gens qui avaient besoin de médication, ceux qui étaient blessés, moi que j'étais blessé, alors ils m'ont mis des je sais pas, des liquides là pour me soulager. Bon, on était, si vous voulez, on était déjà dans un état complètement différent. Et puis, on est resté 3 mois là-dedans. Les autorités, si tu veux, centrales, ils nous ont dit, ils ont libéré.
Ils ont dit, chacun va rentrer, il va rentrer à la maison. Donc, ils nous ont mis aussi ils nous ont préparé un train, ils nous ont mis aussi dans les wagons bestiaux, accompagnés avec un gendarme libre. Et on a mis peut-être 2 jours pour arriver à la maison, pour arriver dans notre ville de retour. C'était le mois de novembre, il faisait un temps épouvantable, il pleuvait, il faisait froid. Donc on a commencé à monter vers la ville, et puis on devait traverser une rue où il y avait mon cousin qui était coiffeur, c'était le neveu de ma mère. Donc il savait que l'on arrive par cet endroit-là. Toute ma mère, toute ma famille, tous les gens que j'ai connus, ils sont venus, ils ont resté dehors. Je me rappelle chez le coiffeur, là, il pleuvait, je ne vous dis pas, avec un temps exécrable. Et nous voyaient de loin arriver. Là, je ne vous dis pas dans quel état d'esprit quand ils m'ont vu arriver. Alors là, moi, les garçons, si vous voulez, un peu chétif, enfin, bon, je suis arrivé à m'en sortir. Bon, moi, je ne savais pas de mon père. Oui. Bon, c'est là qu'ils m'ont appris que mon père, quand ils nous ont mis dans les trains, par exemple, pour nous emmener après de la préfecture, il y avait un autre train qu'ils ont mis d'autres gens dedans, où ils les ont amenés dans un endroit pas loin de la ville de Jassy d'où je suis. Donc ils ont fait un autre camp, très proche à 30 km de la ville, où mon père, un voisin, il m'a dit, il nous a dit qu'il était dans ces camps-là, qu'il a vu mon père très blessé, qu'il était blessé et qu'il est mort. Il est mort. Puis ils ont récupéré la carte d'identité de tous les gens morts. Et puis ils ont fait 3 fosses communes et puis ils les ont jetés par 300, entre 300 et 400. Il y a 3 fosses, oui. Ils ont pris dans un champ loin de la ligne de chemin de fer. Ils les ont transportés sur des chariots, les morts. Et là, ils ont récupéré la carte d'identité. Et là, j'ai eu la carte d'identité de mon père. Là, j'ai eu connaissance ce qui est arrivé à mon père. Tous les juifs devaient aller faire des travaux forcés, ça veut dire nécessaire. Un genre de STO. Un genre de STO. Mais étant donné que l'économie il avait besoin de certaines corporations pour faire marcher les affaires, donc ces patrons-là, il m'a donné, si vous voulez, un carnet que j'ai le droit de travailler. Donc j'étais, si vous voulez... Tu étais un juif nécessaire, ça s'appelait comme ça. Oui, les Allemands, ils ont fait ça quand ils ont sorti ils emmenaient faire ils emmenaient, voilà, ça s'appelle en allemand Nestekjud. Voilà, c'est ça, un juif nécessaire. Nécessaire, voilà. Moi, je faisais de la broderie. Moi, j'étais brodeur. Je faisais la belle broderie. Pour les militaires, tout ce que vous voyez, les préfets, vous voyez là, les généraux. Et je fabriquais aussi des ornements pour l'église. Ah, c'était un travail très artistique. Et donc, si vous voulez, ce type-là, ce patron, quand il m'a pris... Qui était un ancien fasciste, qui était un fasciste. Oui, disons qu'il a vécu parmi des juifs. Mon ancien patron qui était juif, il était un bon copain avec lui. Mais donc, c'était, si tu veux, c'était pas un assassin, c'était un homme... Il était un peu d'extrême droite, quoi, on va dire. Voilà, un extrémiste, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, disons que je faisais partie parmi les gens heureux. Voilà, alors c'est ça qu'il faut dire, que tu as été relativement, je ne sais pas si on peut dire heureux, mais tu as eu une vie relativement calme jusqu'à la fin de la guerre. Mais voilà, pourquoi? Parce que... Quelle aventure! Avant, Oui.
je me suis fait aussi je me suis fait 2 passeports pour moi et ma femme. Et ta mère? Et les gars, oui, les gars, moi je m'appelle Greci, je me rappelle. J'étais complètement en italien. Vous savez, j'étais officiellement. Vous parlez italien un peu? Oui, oui, c'est latin. Officiellement, j'étais italien. Mais moi, je n'étais pas italien de mon origine. Mais étant donné que l'ambassade m'a donné un passeport italien. Vous parlez quoi comme langue? Je parle allemand, je parle roumain, je parle un peu russe aussi. J'ai appris vite. Le yiddish, le J'étais français, très. l'italien? Pardon? Yiddish, Yiddish, français, Yiddish, oui. français, italien, Oui. roumain. Oui, je ne me perds pas. Anglais, je ne parle pas. Voilà. C'est pour ça qu'elle est devenue prof d'anglais. Donc, si vous voulez, j'ai vu que la terre brûle. Il faut que je parte. Mais comment faire? Le gars, il m'a dit, comment peux-tu faire? Il n'est pas né, Clarisse. Eh bien, j'ai dit, tu mets un enfant, tu mets pas de Sexe. Hein? On verra. Puis, c'était le mois de septembre. Mois de septembre, Clarisse, il avait déjà 2 mois. J'ai dit, on part. Alors, les parents de ma femme, t'es fou! Il a dit à ma femme, mais ton mari, c'est un aventurier, il va partir comme ça, il se lance dans le monde comme ça. J'avais ma bague. J'ai vendu ma bague de fiançailles. J'ai vendu ma bague et j'avais pas d'argent. Je suis née en juillet 47. 2 mois plus tard, mes parents, ma grand-mère et moi, nous partons pour l'Italie avec des passeports italiens falsifiés. Le passeport était un bon passeport. Il était falsifié quand même, on a C'est ce modifié qu'on les appelle des photos. vrais faux passeports, c'est ce qu'on dit. Nous prenons le train jusqu'à Bucarest, puis Budapest en Hongrie, Puis bien. puis Vienne en Autriche, puis Milan, où nous passons 3 semaines et où Maurice vient nous chercher pour nous faire traverser clandestinement les Alpes françaises de Vintimille à Menton. Ensuite, nous partons pour Nice, puis pour Lyon, où une nouvelle vie commence. Malgré tout ça, vous estimez que vous avez une belle vie? Malgré tout ça, j'ai formé une famille. J'ai réussi dans ma vie en France, où je remercie la France, d'ailleurs, des pays merveilleux. Vous savez qu'il y a un proverbe en yiddish, je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà, parce qu'il était ça répété même à la télé, et quand un juif lui disait « Je vis comme Dieu en France hein? ». Wie Gott in Frankreich. Ça, c'est un mot répandu dans le monde entier. J'ai échappé 3 fois à la mort. C'est pour ça que je vous avais dit, j'appellerai la vie mon allié, parce qu'il était toujours de me défendre devant la mort, parce que la vie, il a voulu de moi. Donc, comme on devait me jeter déjà, on devait me tuer déjà en rentrant à la préfecture, comme je devais rester dans les wagons, et comme j'étais tout seul dans un wagon avec 29 morts, hein, et j'ai eu comment vous dire, un supplément de la vie, parce que j'ai eu cette chance de m'en sortir vivant de cette, je ne sais pas c'est épopée, mais disons... Cataclysme. Cataclysme, voilà, c'est ça.